8. Dans le 8-3. Je ne me permettrai pas de vous faire l'affront de demander à quoi ressemble un simple mur en pierre. Mais je vais quand même vous demander plutôt si vous savez vraiment comment on fabrique ces murs. Parce que, sérieusement, ne me dites pas que vous le savez déjà dans l'intégralité. Avez-vous déjà essayé d'imaginer la force nécessaire pour assembler des pierres sans mortier, en défiant le temps et les éléments? Et puis d'ailleurs, en tant que commanditaire, vous qui auriez envie d'être le propriétaire de ce mur en pierre sèche, quelle sensation éprouveriez-vous si, après des mois d'attente, le chantier livré, eh bien finalement, il ne ressemblait en rien à ce rêve que vous portiez au départ? N'est-il pas frustrant de constater que la précipitation et le prix low cost sont souvent les ennemis jurés de la durabilité? C'est précisément pour répondre à cette question, à cette quête de pérennité, que nous avons rencontré Alex Bernard de l'entreprise Dad Stone. Il est tailleur de pierre et murailler. Mais au-delà des titres que représente vraiment son approche, lorsqu'il crée, ou bien restaure, et valorise ses ouvrages, ne cherche-t-il pas avant tout à intégrer la pierre dans son environnement naturel, comme si elle avait toujours été là? La véritable garantie d'un artisan ne réside-t-elle pas dans sa capacité à préserver et à aller jusqu'au bout de toutes les contraintes existantes, à aller là où d'autres abandonneront à coup sûr parce que c'est trop difficile d'obtenir une telle qualité de rendu? N'est-ce pas là, dans cette capacité à créer l'inattendu, que se cache la vraie signature de l'artiste, celle qui le distingue de ceux qui se contentent d'empiler les blocs sans les tailler minutieusement? Et vous qui écoutez, si vous deviez confier l'avenir de votre maison ou de votre jardin à quelqu'un, ne chercheriez-vous pas avant tout cette vraie transparence, cet engagement décennal et surtout cette satisfaction finale qui transforme un simple chantier en une véritable œuvre d'art consacrée avec cœur et intelligence? Et tout comme vous, je me suis demandé comment passe-t-on d'une simple idée sur le papier, peut-être, à un simple dessin, à ce véritable ouvrage qui s'intègre si naturellement au paysage qu'il semble vraiment en avoir toujours fait partie. Comment transformer la peur de la malfaçon en une fierté quotidienne? C'est pour répondre à ces questions que nous avons capté la voix d'Alex Bernard avec une timidité, dirait-on, assumée, mais un instinct de terrain absolument redoutable. Il va nous expliquer comment faire parler la pierre bien mieux que les mots. Installez-vous, laissez résonner le bruit du maillet qui frappe, écoutons-le. Alors Alex, j'aimerais savoir, parce que je suis curieux, tu m'as invité ici, j'ai commencé déjà un peu à faire le tour. Quel est ton métier? Parce que c'est pour les auditrices et les auditeurs. Qu'est-ce que tu souhaites un petit peu expliquer aux gens? Parce que, on le rappelle, tu casses des pierres. C'est ça. Et tu y vas à fond. C'est bien, tu fais ça avec le sourire, et je crois que même les pierres, elles le ressentent, et elles te le font savoir. Donc, pour capturer un petit peu cette ambiance que tu as de ton travail, dis-moi un peu avec ton histoire, un peu ton côté humain authentique. Qu'est-ce que tu sais de la pierre? Qu'est-ce que tu fabriques avec? C'est quoi ton métier? En fait, je suis tailleur de pierre murailler. Donc, en fait,
Je fais des murs en pierre, je rénove des maisons en pierre, je fais des fontaines, des bassins, des jardinières, des murs en pierre sèche dites restanques comme à l'ancienne. Donc je prends des pierres brutes et je les travaille, je les taille pour en faire des murets, des murs, des fontaines, des bassins. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que c'est un métier qui, on l'espère, est intemporel au niveau des murs en pierre. Donc c'est des choses que les générations futures pourront voir. Mes filles, par exemple, plus tard, vont dire ah bah ça c'est mon père, voilà, qui a fait cette maison, qui a fait ce mur. Donc c'est une construction, c'est une main qui reste dans le temps et c'est vraiment ça que j'aime dans ce métier. Donc tu as passé à peu près, il me semble, un certain nombre d'années à te former. Et, 8 ans. 8 ans. J'étais en bac pro pour faire aménagement paysager. J'ai arrêté parce que jeune, l'étude forcément ça plaît pas à tout le monde. J'ai arrêté à 3 mois du bac. J'ai rencontré mon patron et il m'a pris une fois, 2 fois et par la force des choses, c'était parti, il m'a embauché, puis CDI, je suis resté 8 ans. Et de ce cursus un peu particulier, du coup, et un peu atypique, tu as eu tout de suite une passion qui a été dévorante tout de suite, ou tu as fait des échecs, des réussites? J'ai aimé tout de suite. Ce qui m'a plu déjà, c'est cette question de défi. Ouais, mon patron, d'ailleurs je le remercie énormément pour tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a amené. C'est aussi grâce à sa patience parce que je lui en ai fait baver un peu. Mais c'est grâce à ce défi que moi j'ai à chaque fois de vouloir faire meilleur, de vouloir montrer que je suis capable. Donc ça a été tout de suite d'abord une question de défi. Et par la force des choses, en fait, à force, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et tu as eu des apprentissages un peu difficiles parfois. Du coup, dans l'idée d'avoir à acquérir ce métier, tu as suivi quand même quelque chose qui est un patron, donc des directives. Et puis, tes expérimentations ont été faciles ou difficiles alors? Ça a été facile parce que c'était comme un jeu en fait. Un jeu et une passion. Donc en fait, ça m'a toujours plu en fait. Ça m'a toujours plu. Évidemment, je vais te poser d'autres questions plus tard pour l'idée de savoir si tu as fait de belles réussites. Et il semblerait qu'il y a quand même des clients que tu as déjà qui sont assez contents. Et parce que c'est aussi un peu la curiosité, est-ce que tu as eu des échecs, même lors de l'apprentissage, je ne sais pas? J'ai mon tout premier mur qui est tombé 4 fois. À l'air comme ça, ça a l'air facile. Ça veut se dire quand même qu'il y a beaucoup de... C'était chez un ami. Et il m'avait demandé, voilà, donc j'ai dit bah oui, pas de souci. Et malfaçon parce que l'apprentissage fait que on sait pas tout de suite. Et du coup, il est tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et du coup, à chaque fois, on y retourne et on remonte. On essaie de faire différemment, on essaye de s'adapter. Puis jusqu'à ce que mon patron il vienne me voir, il me dise comme ça, et il n'a plus bougé. Là, tu nous rassures, ça veut dire que effectivement, il est toujours debout. Voilà. C'est bon. Le gros avantage maintenant, c'est que tu as appris, tu ne passes plus par ces étapes-là et tu sais... Au début, c'était il y a quasiment maintenant, d'ailleurs, ça fait 9 ans au 5 avril de cette année que c'est passé. Ça fait 9 ans maintenant que ça c'est arrivé. Lors de ton apprentissage, donc BEP? Ouais. Est-ce que tu avais déjà cet avantage de travailler sur des plans de terrain comme ça? Oui. Est-ce que tu avais déjà des jardins publics ou des jardins attitrés à des particuliers? On a vu beaucoup de choses dans le cursus que j'ai eu. Et ce qui m'a plu, c'est déjà travailler dehors, la création de jardins et tout ça. Et c'est là où je me suis décalé sur la maçonnerie paysagère, donc tout ce qui est mur en pierre, jardinière et autres. Est-ce que tu veux me dire si tu as un outillage particulier que tu apprécies particulièrement? Parce que c'est un truc, il faut que ça soit dans tes outils. Ma truelle. La truelle. Parce que tu l'aimes, tu fais quoi avec? Ça fait 9 ans que j'ai ma truelle et qu'à force de l'utiliser, elle est devenue d'une souplesse que toutes les autres truelles n'ont pas. Et ça, pour mettre le ciment, pour poser les pierres, pour faire les joints et tout ça, ça va vraiment... c'est parfait. Ma truelle, ça fait 9 ans que je la bichonne, interdiction que je la perde. Et tu travailles donc avec l'idée de pouvoir fracasser ces pierres-là, mais de manière juste efficace. Ciseaux, marteau,
En général, ce que j'utilise beaucoup, moi, c'est le têtu à pointe. Donc, Têtu. c'est un marteau qui remplace la chasse et l'aiguille. Parce qu'il y a un côté qui va être en U, justement pour bien chasser la pierre, pour enlever vraiment le morceau qui a besoin d'enlever. Et après, la pointe, ça, c'est vraiment pour taper sur les bosses pour que la pierre soit plate. Pour enlever le maximum de défauts. Et pour passer un peu sur un conseil qu'on t'aurait donné, quelqu'un qui soit connu de toi, un professeur, un maître ou je ne sais pas, quel est l'un des conseils les plus inattendus que tu as pu recevoir de quelqu'un qui, dans la hiérarchie ou dans la maîtrise, est mieux que toi jusqu'à présent? Quelqu'un qui t'a marqué, qui t'a dit, mon gars, un conseil, je vais te le donner, c'est ça. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est il n'y a pas de mauvaise pierre, il n'y a que des mauvais tailleurs. Petite phrase à retenir. Et ça a l'air, comment dire, particulier parce que tu as essayé d'acquérir un style qui t'est propre. Et notamment, on est dans le Var, on a une façon de travailler qui est peut-être différente. Du coup, qu'est-ce qui t'a influencé un peu le matériau utilisé, à apprendre à travailler avec? Parce que toutes les pierres ne se ressemblent pas. Ouais. Et ce qui fait que tu as eu cette approche de faire des choix de matériaux. Parce que effectivement, à l'idée du Var, on a un matériau particulier. Alors, à l'idée du Var, en général, on travaille beaucoup avec la pierre calcaire. Donc, c'est une pierre quoi. On a beaucoup un peu partout quand on fait des décaissements, surtout du côté d'Entrecasteaux, il y en a beaucoup. Après aussi du côté de Cotignac, du côté sur Pignan aussi, il y en a beaucoup. C'est vraiment la pierre qui se travaille le plus ici. Sur le terrain, déjà, il y a ce que le client veut et demande. On voit si c'est réalisable. Ensuite, il y a des petites modifications par rapport à de la structure ou autre. On avise. Et ensuite, c'est aussi par rapport au style de pierre utilisé. Donc, dans l'art de ce que tu fais, parce qu'on peut dire quelque part c'est l'artisanat, il y a le mot art dedans, il y a finalement beaucoup de détails. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de regarder de près comment tu travailles, que je n'ai d'ailleurs pas vu autre part que dans ce que tu fais. Il y a beaucoup de détails et tu sembles valoriser la pierre au maximum et de l'ajuster. Comme j'ai dit juste avant, c'est vraiment un métier de passion. Donc j'essaye de me démarquer moi de ce qu'on peut appeler, parce que je suis tailleur de pierre dans le terme où je taille la pierre, mais sinon je suis murailler. C'est-à-dire je suis quelqu'un qui monte des murs en pierre. Maintenant, monter un mur en pierre, si c'est pour empiler des pierres comme elles sont, mettre du ciment et tout ça dans un style rustique, ça se fait. Ça peut être très joli aussi. C'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde peut s'amuser à faire une jardinière, empiler des pierres. Moi j'essaye vraiment d'avoir un travail structuré, avec une finition où vraiment il faut que les clients ils arrivent à aimer ce travail et à aimer cette qualité de travail de la pierre en fait. De cette taille, de cette pose qui est assez structurée, carrée, rectangulaire, qui peut être en arrondi, en courbe, avec des hauteurs différentes, des décrochés. En fait, tout est modulable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'ai envie de travailler sur des projets qui sont vraiment avec de la recherche. Des arrondis, des montées, des descentes, quelque chose qui se travaille et là où je prends justement le plaisir à prendre de la pierre, la tailler, la travailler et faire quelque chose structuré Alors pour continuer un peu sur l'idée, là jusqu'à présent j'ai vu que des photos, mais ça amène une curiosité. On parle des moon gates, ouais. Donc qui en fait se rapproche un peu des portes rondes asiatiques. C'est donc quelque chose qui n'est pas d'ici, sur lequel tu as eu l'occasion de travailler. Mais comment est née cette idée justement? En fait, c'est un ami chez qui j'ai travaillé. Et en fait, au bout de sa piscine, il a dit « Je veux un Moongate ». J'ai regardé, j'ai fait un coin, un Moongate, et le truc rond, je ne connais pas. Il m'a montré les photos et du coup, on est parti là-dessus. Et là, c'est un travail de structure, de taille, tout en pierre sèche, avec des clés, tout arrondi. Vraiment, ça tient tout seul. Qui ressemble beaucoup à des voûtes à l'intérieur des églises. En fait, c'est comme c'est pas une voûte, c'est vraiment un rond. C'est vraiment un rond qui tient tout seul. Qu'on a eu l'occasion de voir un petit peu dans le Seigneur des Anneaux avec un certain pont. Voilà. Donc tu parles aussi de la colorimétrie, on va dire,
des couleurs de pierre en fait. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un fournisseur qui est très compréhensif sur mes chantiers et qui m'amène de la pierre qui est très colorée. Donc j'ai la chance de pouvoir jouer avec de la pierre jaune, de la pierre rouge, de la pierre grise, de la pierre orange. En fait, j'ai tous les tons de pierre qui sont sur mes murs. Et comment fais-tu alors du coup pour assembler tout ça? Tu as vraiment le schéma dans ta tête? Il y a une demande qui est faite à l'avance ou C'est pas quelque chose auquel je réfléchis, c'est vraiment quand je pose les pierres. Ça se fait naturellement en fait. Bon. Il y a des pierres que je sais, quand je la taille, elle est jaune, c'est pas comme si je les mettais de côté, mais en fait je sais où sont toutes les pierres. Et alors c'est particulier parce que c'est un travail où on dit il suffit de mettre un peu de ciment et ça marche. Ça n'a pas l'air aussi évident pour tout le monde. Alors est-ce que du coup c'est vraiment ça? C'est-à-dire qu'en fait la pierre sèche c'est un peu l'art de coller sans rien coller. Tu peux m'expliquer un peu mieux parce que c'est pas la notion qu'on pourrait donner à un maçon qui construit un mur. La restante, les murs en pierre sèche, c'est vraiment, on peut dire de l'art, dans le sens où rien ne tient mais tout tient. C'est vraiment, c'est sûr que si on s'y amuse avec une baramine, le mur il tombe. Si on s'amuse à taper dedans, il y a des pierres qui vont bouger, c'est pas cimenté. Et en fait, c'est tout un ensemble qui tient. En fait, c'est pas un mur, c'est comme un énorme bloc qui tient d'un seul tenant en fait. Toutes les pierres, elles sont liées. En fait, normalement, on a les pierres qui sont taillées en V, donc on a la face avant, les pierres sont taillées en V vers l'arrière, et elles sont posées les unes à côté des autres, et en fait, on vient mettre ce qu'on appelle des clés. En fait, entre chaque pierre, donc avec les V, donc ça c'est chaque côté de pierre, on vient rajouter au milieu, et quand on tape, en fait, toutes les pierres, toutes les faces, en fait, elles viennent se serrer toutes les unes aux autres. Donc du coup, la rangée tient toute seule, en fait, et dans le temps. En fait, ça amène une force latérale sur les côtés. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui fait tenir les restantes, les murs en pierre sèche. Donc c'est vraiment un travail de stabilité. Il faut aussi un travail de taille aussi, parce que on peut pas mettre des pierres comme ça, avec une autre pierre comme ça tient pas. Donc il faut forcément enlever au moins les bosses dessous, travailler les oreilles aussi pour pouvoir mettre des clés. Donc il y a un travail de taille pour amener de la structure à quelque chose qui est fabriqué en pierre sèche. Comme pour la borie par exemple, les bories en pierre sèche. C'est presque un savoir de scientifique finalement, c'est rigolo. J'ai déjà entendu un petit peu quelque chose qui est une phrase particulière où il semblerait que toi tu as une volonté de monter un mur, mais il faut tailler, il faut faire quelque chose avec la pierre, faut pas faire semblant, faut pas la monter avec l'idée de remplir les trous avec des petits cailloux, c'est pas ton... Il y en a toujours, après ça. On peut faire sans escaille. Après, ça donne un peu de petites imperfections au mur, de petites incohérences. Donc on garde ce côté un peu naturel de la pierre, avec des petites imperfections. Maintenant, c'est vrai que si on met des pierres rondes, forcément, la deuxième pierre ronde, elle vient à côté, il faut boucher les trous. Donc après, on met des pierres un peu triangulaires, un peu des machins. Moi, je trouve que c'est des murs qui sont agressifs à l'œil. Il y a quand même une finition que tu opères. C'est si tu es apparemment tout à l'heure tu me montrais à l'alignement parfait. Le cordeau c'est le maître, donc on met des fils, on met niveau, on met laser, on essaie de travailler de façon à ce que ça soit plan. On demande une pente à 10%, les pierres elles auront une taille inclinée à 10%, posée de niveau, en biseau. Alors, c'est quelque chose que tu me dis comme une évidence, mais ce qu'il y a de plus marrant, c'est que c'est pas le travail établi par toutes les personnes qui font à peu près le même métier que toi. Donc, c'est quand même assez notable de voir que tu es sur un niveau de perfection, je le dis parce que je l'ai vu, et sur lesquels il y a peu de gens qui arrivent à te suivre en fait, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, est-ce que au niveau financier, tu arrives à trouver des juste équilibres entre... C'est compliqué au niveau... c'est pas le fait financier, c'est de tomber sur une personne qui aime le travail, qui aime la pierre. Et c'est compliqué parce qu'on peut avoir un client qui dit je veux un mur en pierre, je veux aménager quelque chose. Ok, alors pas trop taillé, pas ci, pas ça, donc ça se fait, y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est structurer dans les finitions, que ça soit joli, propre, un mur droit, pas un mur où les pierres elles sortent. Il y a des choses à respecter pour moi quand on monte un mur en pierre. Après, maintenant, on parle d'un style un peu plus rustique, c'est-à-dire qu'on va un peu moins tailler, on va avoir des pierres un peu plus rondelettes. Mais à ce moment-là, il faut que le client soit prêt à avoir un peu plus de ciment entre les pierres, avoir un peu plus d'escaille. Après, tout se fait en soi.
tout se fait. C'est juste que c'est pas forcément la passion première. Après, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il ne faut pas confondre le métier de tailleur de pierre murailler, donc celui qui monte des murs en pierre, et les restants, comme les gens ils disent, oui, mais c'est un style provençal, c'est pas taillé. C'est pas que c'est pas taillé, c'est qu'il faut pas confondre avec le paysan de l'époque qui travaillait ses terres, qui ramassait ses cailloux et qui montait une restanque pour faire des berges, pour étaler des niveaux en fait et pour pouvoir travailler sa terre correctement. Le paysan qui était là pour faire des vignes, des pommes de terre ou autre, c'était son gagne-pain. C'était pas, il n'allait pas mettre des mois à monter un mur, tailler des pierres pour dire ah mon mur il est beau. Ce qu'il voulait lui c'est mettre ses terres à niveau pour pouvoir travailler avec ses bœufs, ses chevaux, passer sa charrette, voilà, et que ça soit pas en pente, que ça soit pas ci, que ça soit pas ça, et surtout enlever tous les cailloux des terres qui travaillaient. Donc c'est un style rustique, mais c'est surtout que la personne elle faisait ça pour tenir ses terres et pour travailler ses champs. C'était pas le tailleur de pierre qui faisait les murs en pierre. Si on remonte à loin, on a les Romains, on a vraiment des gens qui taillaient la pierre, les granitiers, qui partaient dans la forêt pendant des mois chercher des blocs dans les l'Aulne, au milieu de l'Aulne, à trouver la meilleure pierre à travailler pour faire des bordures de trottoirs, pour monter des angles de maisons dans les villes, pour construire les châteaux, pour tout ça. Et ça, c'était vraiment le métier de tailleur de pierre. Et dans ces choses-là, que ce soit les pierres qui sont au bord de route des anciennes voies romaines, les angles des maisons qui ont été construites par les tailleurs de pierre, c'est très structuré, c'est très taillé et il y a rarement des défauts. Dans l'idée de la construction de boris, ce qui a déjà été fait par toi, parce que jusqu'à présent on n'en a pas parlé, ton métier, tu as appris à les construire ou tu as appris sur une demande qui a été établie par... J'ai appris de mon métier. Après voilà, c'est quand on fait des murs en pierre sèche, en fait c'est un travail de structure. Une fois qu'on sait structurer un mur en pierre avec de la taille, en fait c'est surtout la taille qui fait que ça structure. Une fois qu'on a appris entre guillemets à tailler des Legos, empiler des Legos, c'est pas très compliqué. Après faut savoir les assembler, avoir l'œil pour les mettre à la même hauteur, éviter que y ait des lignes de partout, que les pierres ne soient pas de niveau, qu'on ait l'impression qu'il y a un mur qui penche, ou que ce travail de ça c'est un assemblage. Mais une fois que les pierres sont taillées, on va dire qu'une fois qu'on a des cubes, on pose les cubes. C'est ce qui paraît assez simple, comme des agos. Et d'après toi, les fameux boris, parce que juste c'est une question qui peut être posée pour les personnes qui ne connaissent pas, ça servait à quoi en fait cette structure étrange? Alors en fait les boris, les premières boris dépassaient pas les 1 mètre de haut. Les bergers, à l'époque, en fait quand ils allaient dans les champs pour surveiller leurs bêtes, en fait quand ils voyaient un orage arriver, ils récupéraient les pierres du terrain et ils se faisaient une espèce de petite hutte, l'histoire de juste tenir accroupi ou s'allonger avec le chien pour être à l'abri de l'eau. Et de fil en aiguille, elle s'est étoffée en structure. Et ça s'est mis en structure, comme le village des Boris à Gordes. Question anecdotique, dans l'idée, c'est que effectivement, comme tu touches beaucoup au terrain et que tu peux trouver des trésors, est-ce que tu en as trouvé? Parce que ça peut être rigolo, ça. Des trésors, ouais. Des lingots d'or cachés derrière les boris que tu es en train de... On a eu un chantier avec mon patron et on a entendu dire que, soi-disant, à l'époque, il y avait une ancienne mine où ils cherchaient de l'or. Et en fait, c'est vrai que ces pierres étaient très pailletées. Et à chaque fois que je cassais une pierre, je cherchais s'il n'y avait pas des pépites. Ce qui a un peu fait râler mon patron à l'époque, parce qu'il était plus en train de chercher dans le quart des pierres que d'essayer de tailler correctement. Alors là, tu es en train de me dire que c'était l'or du fou qu'on appelle ça. Ouais. C'est ça? Ouais, ça brille, mais en fait, ça ne fait que ressembler, ce n'est pas de l'or. Est-ce que tu refuses, ou tu refuserais, des chantiers qui sont hors cadre de ce que tu as l'habitude de faire, à pousser un peu trop les extrêmes dans lesquels tu as structuré ton entreprise? Il y a des choses que tu n'aimes pas faire et qu'on te dit mais je vous paye, vous le faites. Dans l'idée, poser des pierres pour poser des pierres. Donc ça c'est le truc. Voilà, c'est pas le travail, il n'y a pas de taille, on assemble. Ouais. On prend, on pose.
c'est pas... Alors on peut faire des choses qui sont jolies, mais c'est... comment dire? C'est pas ce que j'ai appris à faire en 8 ans. Ça sort du cadre. Sans sortir du cadre, parce que ça reste monter des murs en pierre. La difficulté que tu as dans ton métier, hein, est-ce qu'on peut un petit peu voir de près? Parce que c'est pas si facile en fait. Ça a l'air, parce qu'on regarde, on te regarde faire, on dit waouh, c'est monté, ça y est, c'est prêt. Oh, bah, c'est génial, c'est beau, c'est magnifique. Mais Porter les pierres. ouais, ça charge. La charge. Le poids. C'est quoi? C'est du 10, 15, 20, 30, 40, 50 kilos? Ça dépend quand on les reçoit, il faut les casser à la masse souvent, et on les prend brutes, alors on a vraiment un vrai travail de taille sur la pierre, quoi. À la différence de on prend la pierre et on assemble. Ça t'est déjà arrivé donc du coup de casser la pierre pour rien? Le pierre, c'est pour tout ce qui est travail de chaîne d'angle. En général, pour faire un pilier vraiment taillé, bouchardé, c'est-à-dire comme à l'époque, on le voit sur les pierres, surtout de monuments comme les églises, des choses comme ça, on voit plein de petits points en fait sur la pierre. Et en fait, ça c'est la boucharde. Donc aujourd'hui, souvent les pneumatiques. Mais la boucharde comme j'ai, en fait, c'est des centaines et des centaines de coups sur la pierre pour qu'elle soit vraiment lisse. Et quand on passe environ, c'est une demi-heure par pierre d'angle. Des fois, au dernier coup, parce qu'on voit au détail, il y a 1 millimètre là, on se dit ah, la petite bosse là, la pierre elle casse en deux. Là, c'est génial. On prend une demi-heure et puis on regarde la pierre et on regarde la masse, on regarde le bloc un peu plus loin et on tape dessus. Ouais, il y a une petite ironie. Donc je sens que tu as dû avoir beaucoup de frustration, de colère. Alors, au début, T'arrives à gérer? Au début Non. Maintenant un peu mieux. C'est la maturité qui rentre. C'est le métier qui dirait. C'est le métier qui rentre. Alors, comment tu arrives à gérer justement les difficultés musculaires, les douleurs? Tu en as? J'ai 2 hernies discales Waouh! à 28 ans. Aïe! Il y en a qui vont dire que c'est le travail du positionnement du dos. Il y en a qui vont dire qu'il faut baisser sur les jambes. Mais quand dans la journée on porte, je sais pas, il y a des chiffres comme ça, mais 1200 cailloux. Alors on essaye, alors soit c'est les genoux, soit c'est le dos. Alors si on s'amuse à descendre sur les genoux avec le dos droit, au bout d'un moment c'est les genoux, alors on fait un peu des deux. Donc les genoux ça va, mais le dos ça va pas. Et est-ce que tu as du coup une façon de faire à toi, qui est une sorte de routine pour essayer de gérer ta journée, avant, après? Il y a une façon pour toi d'être plus relax quand tu es fini? Ou est-ce que tu, malgré tout, t'amènes la dureté de la pierre jusqu'à chez toi, dans ta famille? Non, ça, une fois rentré à la maison, c'est tranquille, repos, détente. Donc finalement, tu gères à la seconde près, mais t'as pas de rituel particulier. Tu n'as pas quelque chose qui fait que tu vas sortir du cadre de travail, tu écoutes de la musique. Avec ma femme, mes enfants surtout. C'est... Voilà. Donc, l'apéro aussi. ah oui, on est dans le sud. On est dans le sud, on peut pas passer à côté. Effectivement. Et alors, tu es quelqu'un quand même qui est assez introverti, je dirais, qui finalement, avec maturité, sort de ce cadre-là pour essayer de s'exprimer. Quand on doit te demander des choses, tu as tout de suite l'impact. Visuellement, on te voit, c'est un peu difficile. De ce fait, la façon dont tu as de travailler, du coup, l'approche avec la clientèle, ça t'a amené à un petit peu faire une évolution de timidité vers quelque chose d'un peu plus expressif, ou malgré tout tu aimes le chantier parce que tout le monde te laisse tranquille. Ouais, une fois qu'on a commencé le chantier, en général, on est assez tranquille. Après, c'est quelque chose de spécifique quand même. Donc, c'est quelque chose où, à part le regard esthétique, bon, après, ça dépend des murs. Si on va commencer à monter des murs de 3,40 m de haut, forcément, il y a la question structurelle qui se pose derrière. Mais une fois que tout est mis en place, on peut pas. Ce que je veux dire, c'est que sur Internet, le client qui va voir les regarder sur Internet pour voir s'il y a une malfaçon, il y a tellement de façons de faire et de choses différentes qu'on est assez tranquille. C'est un cadre privilégié, on travaille la pierre, donc on a besoin d'espace aussi. Ce qui des fois est compliqué parce que pour faire livrer, pour mener les pierres, puis surtout pour tailler, parce que si on a, je sais pas, peut-être 10 000 ou 15 000 coups de marteau par jour, un coup de marteau c'est une escaille qui part, donc c'est des impacts, donc il faut faire attention, quoi.
Mais à part ça, dans le cadre, on est assez tranquille en général. Un détail, et quelle est la température à laquelle tu aimes travailler de manière générale dans une journée? Est-ce que c'est le matin, le soir, l'après-midi, il fait chaud, c'est pas grave? Est-ce que tu as les pierres qui sont chaudes quand même? Il y a des moments où je vois travailler sans gants d'ailleurs. Hein. Ah ouais, bah ça les gants, ça c'est moi, ça je peux pas, il faut que je... Pour la tenue, pour la prise à la main, ne serait-ce que déjà avec le marteau, avec le gant, j'ai l'impression de forcer 2 fois plus, donc ça me crispe l'avant-bras. C'est très compliqué avec les gants, puis la sensation de tenir la pierre, de sentir les vibrations quand on taille, avec les gants c'est totalement différent. Quand même, c'est un métier à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que tu as face à toi la température de l'hiver, de l'été, les hausses de température, les baisses de température. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à trouver une astuce pour gérer ça? Parce que ça... Mais en général, c'est... Bon, à part quand il fait 45 degrés en plein cagnard, mais c'est quelque chose qui est assez gérable parce qu'en fait, le métier en lui-même amène à être dans une bulle, en fait. Quand on se met à tailler, c'est très introspectif. On taille, on réfléchit, et puis quand on a l'habitude, après, on réfléchit à tout, au passé, au futur, au présent, à tout plein de choses qui fait qu'en fait on a tendance à oublier le temps, l'heure qu'il est, voilà, c'est être dans sa bulle, travailler et réfléchir à plein d'autres choses et puis d'un coup, tailler, j'en prends une autre. On continue. C'est quand même assez impactant. Est-ce que ça t'a appris une compétence que tu n'avais pas prévue? Je sais pas, par exemple, le fait de maîtriser ses colères, ou maîtriser la patience, ou maîtriser la façon de regarder. La patience, la colère, l'hyperactivité, parce que ça calme quand même. Quand on passe la journée à casser des blocs à la masse avec le marteau, le soir, on est calmé en général. Conseillé pour personnes hyperactives. Ouais, ça oui, ça on peut. Ou pour personnes colériques aussi. Un moment de colère, on va taper sur des cailloux. Après, en général, on sort quand même. Surtout quand la pierre, elle nous répond aussi. Ah. Parce que quand on tape dessus et que la pierre, elle nous envoie l'escaille dans les tibias, dans le front, en général, ça, c'est bon, je suis calme. Ah ouais, un morceau de pierre dans le genou. Je dis que les pierres, elles mordent. Souvent, c'est vrai. Elle te rend bien le coup que tu lui as donné. Ok. Est-ce que tu as une sorte de... Je sais pas, est-ce que c'est une recette magique? Je sais pas, parce que après tout ce que tu m'as expliqué là, ça ne nous dit pas ce que va ressentir le client au bout du compte. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu l'impact que ça peut produire chez la personne qui voit le résultat final? Bien sûr, tu m'as montré les photos du mur établi, mais tu m'as jamais montré la photo du gars qui reçoit le chantier à la réception. Qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'ils me disent, c'est le visage, c'est un peu l'émerveillement de voir un projet qui se finalise en fait. Parce que moi, c'est là où je prends vraiment conscience de la situation chez les clients, c'est qu'il y a derrière le projet, ce qui est jamais facile pour les clients, c'est que voilà, ça construit, ça veut aménager, ça amène des fois à des problèmes familiaux, à des énervements, de la fatigue. C'est quelque chose que je prends pas à légère, parce que moi déjà ça serait un rêve. Si j'y arrive un jour de pouvoir construire ma maison, ou mes maisons si j'y arrive, ou de rénover une ancienne bâtisse, ça serait quelque chose où j'y mettrais vraiment du cœur à l'ouvrage. Et en fait, quand je vais chez les clients, je travaille exactement de la même manière. Je comprends le client, il est en train de faire un projet, c'est peut-être un projet d'une vie qu'il est en train de réaliser. On n'est pas là pour faire les choses à la légère, donc on va au bout du projet. On essaye de comprendre le client, de comprendre ses attentes, et derrière ça, j'essaye de vraiment participer à tout le projet, de donner des idées, de discuter. Et souvent, au projet fini, c'est vrai que les clients, du moins avec moi, ils sont toujours contents, heureux, ils ont le sourire, tout s'est bien passé, jamais eu de problème, ils trouvent ça très joli. Et après, ils arborent et ils m'envoient les photos. Ouais, oui, le gros avantage, c'est que là, c'est quand tu reçois 6 mois après les photos d'un client, qu'il a posé une plante au coin du mur, qui retombe un peu dessus, ou qu'il a posé l'éclairage et qu'il m'envoie les photos à 22h le soir l'été parce qu'il attend pour allumer et m'envoyer la photo, ça fait plaisir. L'anecdote que tu cherchais, c'était peut-être le client qui est à son petit coin particulier pour poser la bière. Sur l'escalier, vas-y, raconte, parce que j'ai calculé avec les pieds bien sur le
le contour du terrain de boule pour être assis à la bonne hauteur, pour poser sa petite bière et tout ça. Et il m'avait envoyé la photo avec la bière devant le mur. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, que tu as regardé un peu. Que j'ai fait tout seul, que j'ai fait comme ça. Dans l'idée d'offrir satisfaire. Voilà, offrir à la clientèle. Tu as préparé un petit coin pour qu'il soit tranquille dans son jardin. C'est ça. Et de ce fait, profiter de ce que tu as fait et de son lieu tranquille. C'est ça. Quel est le truc le plus dingue qu'on ait demandé de faire et que tu as réussi à faire pour toi, qui semble un peu fort? Ma première voûte. Oui, à l'air de rien. Mais ça demande quand même. Ma première voûte, c'était incompréhensible. Je taillais les pierres et s'en remettait en angle droit. Alors que je voulais les faire un peu en V, et dès que je reprenais la taille, mon œil il voulait pas. Mon cerveau ne voulait pas. Non, non, impossible. 3 semaines pour une voûte qui fait 90. 3 semaines. Ouais. Ma première voûte. Le client, c'est long un peu. Oui. Ouais. Oui, je sais. Je sais, j'y arrive pas. J'arrivais pas. Alors tu souhaiterais quand même maintenant évoluer sur la façon d'avoir des partenaires, il semblerait, parce que tu travailles jusqu'à présent, tu ne l'as pas dit, mais tu es en solo. Oui. C'est un choix volontaire en plus. Oui. Et Pour l'instant. tu souhaiterais peut-être faire évoluer vers le travail en partenariat avec les architectes, d'autres... Ça serait éventuellement travailler avec des gens qui arrivent à comprendre ma façon de faire, ma façon d'être, ma façon de travailler, et pouvoir faire des choses pas insensées, mais presque. Des choses valorisantes que quand on sort du travail, même si ça a été dur, long, que ça a vraiment cogité, que ça a été une fatigue mentale, une fatigue physique, mais à la fin dire waouh, c'est beau, c'est magnifique. Et tout le monde est content. Ça serait parfait. L'idéal, les partenaires qui vous accompagnent, qui vous permettent de vous épanouir en vous, autant que l'association de travail que vous avez effectuée, qu'il a commencé avec toi, qu'il aille jusqu'au bout, parce que c'est pas rien. Un partenaire, c'est pas celui qui va s'en aller, s'enfuir avec l'argent. Je crois que tu connais l'histoire. Donc en fait, sur l'idée, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport aux personnes qui ont toujours l'objection de dire oui, mais ça va me coûter cher. Qu'est-ce qui fait que ils peuvent passer le cap, par Le exemple? rendu du travail, le final. Parce que c'est quand même quelque chose qui est proche d'un rendu de très haute qualité. J'essaye c'est là où j'essaye de me détacher en fait des autres. Ouais. Voilà, c'est pas qu'un mur, j'ai mis du cœur, j'ai mis de la passion, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc c'est pas que ça a un prix. Le prix, j'ai même envie de dire, c'est pas qu'on s'en fout, mais on va pas chercher au plus cher ou au moins cher. Juste quelqu'un qui accepte mon savoir-faire, ma qualité de travail et qui accepte. C'est déjà pas mal, Voilà, dans l'ensemble, d'avoir passé ce cap-là. Et en tout cas, quelqu'un qui puisse me demander tout et n'importe quoi, mais que ça sera réalisé dans les délais et surtout que ça sera beau, bien fait, des arrondis, des trucs qui tournent dans tous les sens, ça monte, ça descend, ça. Voilà. Ça c'est ce que j'aimerais vraiment faire, avec des niches rétro-éclairées, des jardinières intégrées dans les murs. c'est la façon d'être ton Minecraft à toi. C'est ça. J'ai beaucoup aimé jouer à Minecraft avant. Ah, je comprends. Bon, allez, merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et bravo. Tu fais un super métier qui est, je dirais, qui demande beaucoup de passion et de motivation. Et je crois que tu les as. Donc, j'ai bien fait de venir. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Je te souhaite le meilleur. Bonne continuation. Merci. Je ne sais pas vous, mais moi, je repars avec des images plein la tête. Ces murs colorés, ces arches, et surtout cette idée qu'un chantier réussi, c'est d'abord une histoire de confiance et de transparence. Alex a évoqué son organisation, son planning, cette attente parfois longue avant le premier rendez-vous. Mais au fond, ce qui reste, c'est ce rendu final dont il est si fier. Et vous-même, la prochaine fois que vous passerez devant un mur en pierre dans le Var, il serait bon de se demander, mais qui a pris le temps de tailler cette pierre pour
qu'elle dure aussi longtemps. Le métier de tailleur de pierre ne serait-il pas, in fine, l'art de rendre éternel un instant de vie? Merci à Alex Bernard et Dad Stone de nous avoir ouvert les portes de son univers. Merci à vous de nous avoir écoutés. Gardez cette curiosité pour le travail bien fait, pour ces artisans qui, comme Alex, refusent la malfaçon et privilégient l'amour du métier. Et à très bientôt pour un prochain podcast. Boum boum ça tape. Écho du futur. Dans le 8-3.